c'est-à-dire contextualiser dans la vie réelle et dans les contextes des apprenants, et pouvoir conduire une progression, ça veut dire progresser dans l'enseignement, j'enseigne, donc puisque j'enseigne, mes apprenants apprennent et ils progressent, à travers une échelle de niveaux pour cette progression définie par le CECRL, Cadre européen commun de référence pour les langues. Alors, pourquoi approche actionnelle, pourquoi cadre européen? Et toutes les disciplines, que ce soit la médecine, que ce soit les mathématiques, les sciences sociales, etc., et la didactique des langues, ce qui nous concerne, répondent à un moment socio-économique, un moment à une réalité sociale. Donc là, au moment où l'approche actionnelle est apparue, c'était en réponse d'un moment où le monde a été ouvert, la mondialisation, la circulation, cadre européen des références pour les langues, c'était tout un problème justement de proposer une mobilité européenne professionnelle et étudiante sans les langues, sans que les langues soient développées. Et c'est là où on a parlé aussi des plurilinguismes, des diversités des langues, diversité d'usage et de pluriculturalité, donc une rencontre des cultures. Je rappelle là, à l'occurrence, le film de l'auberge espagnole, que vous avez sûrement dû voir, sinon il faut le voir, pour pouvoir se situer à ce moment-là, à quel point c'était nécessaire, justement, qu'on harmonise les langues et on harmonise les cultures. Et ces nouveaux publics ces publics ont encore des nouveaux enjeux, des défis, et les objectifs, les finalités individuelles étaient différentes, justement. Et je reviens à la mondialisation par rapport à l'emploi, à la mobilité étudiante et professionnelle, à pouvoir travailler même à partir de chez soi. Et voilà. Et être à partir de la maison aussi, comme on est en train de le faire, et pouvoir se connecter avec la planète entière. Polycentration, c'est parce que justement, on a enfin mis en place, on a pris en compte enfin que chaque individu a des compétences différentes. Chacun est bon pour quelque chose et qu'on peut collaborer, participer et créer des projets ensemble. Travailler ensemble, vivre ensemble. Et bon, Internet est arrivé, on le voit là. On est tous confinés chez nous, mais on est tous ensemble. Et les nouvelles technologies sont bien présentes maintenant. De ce fait, le rôle de la salle de classe est devenu tout petit. Alors, je vais essayer d'activer mon pointeur. Tout petit, l'espace classe, pour que la pratique de la langue, la communication, puisse s'étaler en dehors de la classe, dans la vie sociale, dans la formation universitaire, dans l'usage, dans la pratique professionnelle et l'usage dans le monde du travail. Ce qui fait que la classe est devenue une espèce de petit atelier de collaboration pour pouvoir pratiquer, expérimenter et pouvoir apprendre, mais pour que la mise en pratique se fasse dehors, parce que l'élève qui était élève avant est devenu un apprenant qui apprend aussi en dehors de la classe. Et que justement l'espace hors classe, l'espace de la vie sociale est devenu beaucoup plus important pour cette pratique des langues étrangères. Comment donc on a voulu répondre? On a voulu répondre en définissant des parcours des compétences, plutôt que de contenu, à travers des objectifs très clairs d'enseignement d'apprentissage. On a bien sûr adopté des méthodologies plurilingues où les langues maternelles, les langues premières ou même l'expérience, les compétences dans d'autres langues participent aussi dans l'apprentissage d'une nouvelle langue. Aussi, cette approche interculturelle où on accepte les différences, on accepte l'autre, on accepte qu'on ne vit pas de la même manière, et aussi faire en sorte que la langue intervient aussi dans toutes les disciplines, donc toute autre discipline en dehors de la langue. La langue étrangère n'est pas isolée, elle fait partie aussi des mathématiques, des sciences naturelles, de l'histoire, de la géographie, elle fait partie de la vie en général. Et on a pris en compte aussi la vie
sociale, la vie quotidienne. La vie quotidienne dans l'espace professionnel, l'espace de travail, l'espace d'apprentissage, les espaces éducatifs, les espaces publics, c'est-à-dire officiels, de démarches administratives, etc. Et bien sûr, les espaces personnels. Et c'est pour ça qu'est venu ce grand référentiel qui est le cadre européen commun de référence pour les langues. J'insiste sur le L des langues, parce qu'on a établi des cadres aussi pour la mobilité et par rapport aux différents métiers. Ce cadre sert encore à l'élaboration des référentiels de cours, c'est-à-dire des parcours d'enseignement par apprentissage pour les certifications telles que le DALF, le TCF, pour la conception des manuels, et aussi ça décrit quels sont les attendus en termes de compétences pour qu'un apprenant puisse communiquer. Et aussi, ce cadre nous permet de mesurer justement les compétences acquises ou de s'acquérir en langue étrangère. Tout cela fait que cette communication en langue étrangère s'est regroupée dans des tâches qu'on va réaliser dans la vie réelle, mais aussi dans la classe. Et ces tâches vont impliquer des compétences générales que l'apprenant porte en lui avant de parler ou de communiquer en langue étrangère. Il connaît le monde, il a une culture générale. Et on voit aussi que, bien sûr, si on veut communiquer, il y a des compétences langagières, linguistiques, sociolinguistiques, socioculturelles et pragmatiques. Et aussi, ça dépend aussi de tout ce que, je reviens encore, qu'on porte en soi. Tout ce qu'on sait faire, ce qu'on est nous-mêmes et notre bagage d'apprenant, c'est-à-dire la façon dont on a appris à travers les différentes disciplines dans la vie. Ces activités langagières vont être déployées à travers des documents qu'on va appeler les textes. On va mettre en place des stratégies des communications qu'on porte en soi. Ce n'est pas la langue étrangère qui les met en place, mais on va les mettre en place à travers cette pratique, cette mise en pratique de la langue et dans la vie réelle, dans les différents domaines. Donc, on a évoqué tout à l'heure, public, personnel, éducationnel et professionnel. C'est ainsi que, voilà, on revient sur qu'est-ce qu'une compétence? C'est l'ensemble de tous ces savoirs qui vont nous permettre d'agir en situation. Par exemple, un marin, il s'est préparé, donc il a fait peut-être une formation, il a acquis des savoirs, il a mis en pratique ses savoirs, mais il a aussi sa personnalité, sa façon d'agir propre qui lui permet d'être compétent. Mais ce marin, au milieu d'une tempête, s'il ne gère pas sa voile, s'il ne gère pas son bateau, il coule. Et c'est là où la compétence, elle se met en jeu, vraiment, en situation. Par exemple, pour conduire une voiture, il nous faut des savoirs, tels que si on connaît le code de la route, les différentes pièces de la voiture, voilà, on connaît. Mais il faut savoir utiliser le code de la route, il faut se servir du code de la route. Il va falloir parfois, bien sûr, mettre la main sur la voiture et la réparer. Des savoir-faire, voilà, on sait conduire, oui, on est en voiture et on conduit. Et il faut aussi respecter le code de la route et les autres usagers. Et des savoirs apprendre, si on prend une voiture en Angleterre, on doit apprendre à conduire à gauche, mais plus à droite. Et c'est là où, justement, je peux adapter. J'ai cette capacité à pouvoir adapter tous ces savoirs pour devenir compétent. Mais langagièrement, dans la communication, il est très important de tenir compte des différentes composantes. Une composante linguistique qui fait partie de la langue, mais ce n'est pas isolé, sinon on n'est pas dans la compétence. Cette composante, une composante donc linguistique, une composante sociolinguistique qui nous permet de nous adapter à des différents interlocuteurs, à des situations différentes, et une composante pragmatique aussi qui permet de réaliser la communication en soi. Dans, bien sûr, ces compétences, on met en place toutes ces activités langagières qu'on reçoit
pour recevoir, pour produire. Donc, on écrit, on parle, on continue, on lit, on écoute, mais on interagit aussi à l'oral et à l'écrit. À l'écrit, on interagit là sur le chat. Et à l'oral, lorsqu'on va discuter tout à l'heure ensemble, il y a aussi la médiation très importante où le plurilinguisme est important. C'est là où justement je vais être capable, si je suis compétent en français, d'expliquer à quelqu'un qui ne parle pas français de quoi on est en train de parler. Justement, c'est là où la médiation est nous permet aussi d'être compétent dans la communication. Et puis, on a cette fameuse échelle de niveau qui permet de comprendre qu'est-ce qu'un parcours. Lorsqu'on démarre le parcours d'apprentissage de la langue, on est en premier, on est capable de décrire, puis on est capable de décrire et raconter. À la suite, on décrit, on raconte, on argumente. Et puis, on décrit, on raconte, on argumente, on fait des synthèses et on va décoder les implicites, c'est-à-dire tout ce qui est caché dans la langue. Et on est presque bilingue, mais non, on est encore dans le plus grand niveau auquel on peut atteindre, qui va nous permettre de décrire, raconter, argumenter, faire des synthèses, décoder les implicites et remédier à ces lacunes en cas de difficulté. C'est-à-dire, même si on ne comprend pas, on se débrouille. Et puis, on va essayer de voir là, et alors, puis pointeur, on va essayer de voir pour une production lorsque un apprenant est compétent déjà sur un niveau A1. On y va. Bonjour, je m'appelle Isabella. Je suis colombienne et j'habite une petite ville qui s'appelle Barranquilla. Barranquilla, c'est magnifique parce que les habitants sont amicaux et sympathiques. Il y a beaucoup de restos délicieux, 2 supermarchés, 2 centres commerciaux et partout des parcs. La vie à Barranquilla est calme et heureuse. Tu me manques, ma belle Barranquilla. Au revoir. Ah, voilà. Donc, cette petite Isabella, elle se présente et elle décrit sa ville. Et lorsqu'elle va progresser dans son parcours, au niveau A2, elle va être capable d'organiser une fête, de la décrire, puis elle va se débrouiller en voyage et elle va le raconter, non plus le décrire, mais le raconter. Après, elle pourra se plaindre, elle pourra dire ce qu'elle en pense, elle pourra convaincre les autres, elle va s'adapter à toute situation de communication, elle fera une synthèse des faits, puis elle fera tout comme les natifs, elle sera à l'aise. Et là, on est sur un parcours d'apprentissage, dans ce cas-là, du français, langue étrangère. Mais on parle aussi des progressions, de progrès. Des progrès parce que les compétences se développent. Qu'est-ce qu'un parcours alors? Un parcours, on peut le voir par exemple lorsqu'on fait une chasse au trésor, parce qu'il y a des étapes à suivre. Sinon, à la fin, on n'arrive pas au but. Pour cela, il va nous falloir une carte et une boussole pour pouvoir nous guider. Donc, heureusement, il y a les professeurs, heureusement, il y a les ressources et on va pouvoir le guider. C'est comme le cycle des saisons évolutif. Ça naît, ça se développe, ça s'éteint et ça renaît à nouveau, cyclique. Mais on a besoin aussi d'une boîte à outils, des outils linguistiques, les aspects socioculturels et sociolinguistiques et toute la partie pragmatique. Pour pouvoir arriver, imaginez-vous, à une carrière sportive. Comment on arrive à faire une carrière sportive si on ne fait pas un parcours, s'il n'y a pas un parcours d'apprentissage, justement. C'est pour cela que quand on parle de notion de progression, on est en train de parler dans nos contextes d'enseignement-apprentissage des curriculums, des programmes, de syllabus
d'une gradation par niveau, par étape. Et bien sûr, pour le faire, il faut faire une sélection, un inventaire. On ne peut pas tout faire, tout avoir. On va construire, dans la progression, finalement, on va construire des manières didactiques et on va organiser les contenus à travers des degrés, à travers des niveaux. Bien sûr, il y a, pour que le parcours s'installe dans une progression, il faut créer un chemin. On va partir du connu vers l'inconnu, du concret vers l'abstrait. C'est là où on se situe dans une évaluation positive. On va passer du simple au plus complexe. C'est à ce moment-là où on part toujours de ce qu'on sait déjà et on va découvrir, on va induire à découvrir ce que va nous faire progresser, donc des nouvelles connaissances, des nouveaux savoirs pour développer ses compétences. C'est une gradation, comme le constructivisme le dit, qui va nous aider à organiser les apprentissages en fonction actionnelle des tâches à accomplir. Pour ceci, il faut un point de départ et un point d'arrivée. Les acquis, ce sont déjà les compétences qui sont maîtrisées, ce qu'on sait déjà faire. Et pour passer à l'étape suivante, on va réutiliser ce qu'on sait pour pouvoir aborder des nouveaux savoirs. Donc, dans l'exemple, lorsqu'on accroche un tableau sur le mur, il va falloir apprendre à utiliser le marteau et les clous. Mais si après, on va au plus complexe, là c'est plus simple, on va au plus complexe, on va monter, accrocher une étagère, on va réutiliser le marteau et les clous, mais on va aussi apprendre à utiliser un centimètre, une perceuse, des vis, parce que ça deviendra plus complexe. La démarche, c'est celle de la progression. Il y a un départ, une arrivée, il y a toute une méthode, tous les moyens pédagogiques en place, et on va les adapter. Et on va évaluer la progression pour pouvoir accompagner nos apprenants à avancer. Par exemple, si on met en place cette tâche, la tâche, ça va être participer à un interrogatoire. Mener un interrogatoire, répondre à un interrogatoire. Avant qu'on formule cette tâche, mais pour y parvenir, il y a un trajet. On ne va pas pouvoir la faire juste en disant « Allez, aujourd'hui, nous allons faire un interrogatoire en classe ». Ben non, il faut le faire. Donc, on va présenter un interrogatoire justement et pour nous rendre compte de où on va arriver. Et après, il faut voir qu'est-ce qu'il nous faut pour y arriver. Allez, on y va. Je vais essayer de le caler parce que c'est pas… Ça, c'est un classique du cinéma français. On y va. Aïe. Attendez. C'est parti. Voilà. Qui vous a donné ces chiens? Qui vous a procuré ces uniformes? Qui sont vos complices? Assez tremblé! Oh. Monsieur le commissaire. Je suis pas commissaire! Je suis major Hartbach! Moi, monsieur le major, je voudrais gagner du temps. On ne va pas perdre de temps. Je vais tout vous dire. À la bonne heure, vous devenez raisonnable, Kapellmeister. Alors? Alors, voilà, j'avais rendez-vous le lundi 15 novembre. Excusez-moi. Bitte. Alors, j'avais rendez-vous le 15 novembre avec le commandant Jean-Pierre, qui en réalité est le sergent Henri, et de son vrai nom, Maréchal. Maréchal. Non, non. Il y a une petite erreur, Major Hartbach. C'était pas un lundi. Quoi? C'était un dimanche. Oui, c'est vrai, oui. Et d'une. Et c'était pas en novembre, puisque c'était en janvier. Voilà. Et le dénommé Henri ne s'appelait pas encore Maréchal. Non. Mais moi, je suis né en 14, moi. Oui, c'était la Grande Guerre. Bah oui, c'était la Grande Guerre. La Grande Guerre? 4 ans. 4 ans, Quatre ans. Qui est ce Maréchal? Je ne sais plus, parce qu'il m'interrompt tout le temps. Et tout s'y crache sur livre, et tout s'y crache sur livre, voilà. Non. Non, mais rappelez-vous. Oui, attendez. C'était place des Victoires. Oui. Juste en face de la statue de Louis XIV.
Vous avez vu une statue de Louis XIV, vous? Oui. Mais c'est pas possible. Pourquoi? Ben parce qu'à cette époque-là, les Allemands avaient déjà enlevé toutes les statues. Vous avez enlevé les statues? Oui, enfin, lui, c'est rien. Die wollen mich Verdammt verkaufen. De moi, vous osez vous foutez? Je sais qu'il me manque 2 aviateurs anglais. Combien? 2! Oh, ça fait pas tellement. Vous savez où ils sont. Et moi, je sais qu'ils sont pas loin. Voilà. Donc, je rappelle la tâche. Participer à l'interrogatoire, mener un interrogatoire, répondre à l'interrogatoire. Et pour cela, regardez ce qu'il nous faut. Il va falloir apprendre, travailler sur ces contenus à travers ces objectifs. Des objectifs pragmatiques, des contenus linguistiques, et on aura aussi à viser des objectifs socio-culturels. Il va falloir donc créer un parcours là pour pouvoir aboutir à cette tâche et la réaliser. Regardez la complexité de la tâche. Ça, c'est une tâche de la vie réelle qu'on a dépouillée en tâche langagère. La tâche à accomplir, c'est, ben voilà, on va faire les courses de la semaine. Donc, je reprends mon pointeur. Il y a des stratégies à mettre en place, sinon il n'y aurait pas de course. Oui, il faut faire la liste des courses, il faut comparer les prix, sinon on n'aura pas assez d'argent. Il faut choisir et payer. Hein? C'est très important de tenir en compte du contexte, faire la queue, là maintenant avec un masque et de la distance, et avoir un bon comportement, bien sûr. Il faut pouvoir aller faire les courses. Il y a des savoirs aussi qu'on doit mettre en place, des savoirs à apprendre, donc des compétences individuelles. Des compétences langagères, c'est ce qui nous importe là, en l'occurrence, le plus. Donc, bien sûr, il faut saluer, demander un prix, donner un prix, demander à quelqu'un de faire quelque chose, exprimer la quantité. Vous voyez, ça, c'est les composantes que nous, on dit, on les met en place dans les cours. Pas que ça. Attention, pas que ça. Il y a tout le reste aussi qui est important. Et les activités langagères les plus importantes aussi, pour pouvoir, à la fin, à faire les courses et mettre en place les menus de la semaine. Surtout maintenant, dans la période actuelle où soit on fait les courses sur Internet, soit on sort une fois par semaine. Donc, la tâche est d'autant plus pertinente. Mais dans la classe, qu'est-ce qui se passe dans la classe? Dans la classe, on met en place des activités et des exercices qui mobilisent l'espace classe, qui mobilisent différemment les apprenants, aussi par rapport à leurs compétences, parce qu'on peut mettre en place du travail collaboratif et en grand groupe, en petit groupe, ou même du travail individuel, où chacun met en place ce qu'il sait faire et qui va développer aussi des compétences en langue. Alors, il y a une différence quand même entre tâches, activités et exercices. Les activités sont justement celles qui vont mobiliser des stratégies d'apprentissage et qui vont mobiliser les compétences individuelles de l'apprenant. Et dans les activités, on va mettre en place, on va faire découvrir juste de la tâche qu'on va mettre en place. Il y a aussi des activités qui vont permettre d'expliquer, de démontrer. Et il y a aussi des activités qui permettent de systématiser, appliquer et produire. Ce qui est différent des exercices, l'exercice en général, ça nous sert à un entraînement. C'est un entraînement. Et en général, on a, par exemple, dans les QCM, des types QCM, vrai, faux, et les exercices où il faut compléter. Simplement, il y a toujours la bonne réponse ou la mauvaise réponse. Donc, il y a toujours un corrigé pour les exercices, ce qui n'est pas le cas des activités, parce que les activités, là, ça va dépendre de chacun ou de ce qui a été mis en place. Et puis, la tâche où on va articuler, structurer activités et exercices pour répondre aux objectifs, pour viser un résultat final. Donc, dans l'occurrence, on a vu pouvoir faire et composer les menus de la semaine et faire les courses de la semaine,
pour pouvoir faire l'interrogatoire. Donc, on est dans la réalité. Et justement, le plus important de la tâche, c'est que toutes ces activités exercices vont permettre de résoudre un problème, non pas seulement communicatif, mais aussi ancré dans la vie réelle, et qui va compromettre l'apprenant en tant qu'acteur social, parce qu'il fait partie de la société. Regardez là, par exemple, avec le pointeur, l'exemple d'un exercice. Je ne sais pas si vous arrivez à voir l'enjeu et la différence. Voilà, on va essayer de voir. Rien que le fait de parler de grammaire, de voir justement est-ce qu'on a dit, on complète et on a une bonne ou une mauvaise réponse. On passerait à, voilà, une activité de classe qui va nous permettre de mettre en pratique, de systématiser un aspect grammatical pour arriver à une tâche pédagogique où, si vous le voyez, on parle de la classe. À différence de la tâche de la vie réelle où on va agir vraiment en société, dans l'occurrence, dans la vie professionnelle. Ce qui est très, très différent. Donc, voici ce qui nous présente un parcours d'enseignement-apprentissage. On va le distribuer, le formuler à travers des unités didactiques où le processus, le parcours va commencer par un accès au sens. L'accès au sens va peut-être nous demander de faire 1 ou 2 séances de cours, 3, voire 4, ça dépend de comment on l'organise. Une séquence pour traiter la langue, donc pour justement aborder ces aspects de langue nouveaux, passé composé, imparfait, je ne sais pas combien de séances, et arriver à produire, c'est-à-dire à réaliser la tâche finale. Et comme ça, nous allons construire un parcours entre une tâche, 2, 3, 4, etc. pour compléter un niveau de compétences, accomplir notre trimestre, le semestre universitaire, selon la période d'enseignement. Et voilà donc que je voulais vous montrer comme exemple un travail qu'on est en train de faire avec une équipe de Rio de Janeiro, l'équipe de l'école primaire, sur un projet intitulé Enseignement biplurilingue à l'école primaire, où on travaille sur la formulation de tâches, donc d'unités, un parcours pédagogique sur un niveau. Là, on a complété un parcours pour le niveau A1.1, c'est-à-dire la moitié du niveau A1. Là, on parle de Primero ano, Fondamental 1 Et on est en train donc de concevoir les tâches à travers des objectifs, à travers des contenus, bien sûr, et l'engager. Et où on a proposé comme première tâche fabriquer le trombinoscope de la classe. On commence de 0. Donc, qu'est-ce qu'on applique? On se présente. Mais le plus important, c'est qu'on avait parlé d'interdisciplinaire tout à l'heure. C'est qu'on met en place ici aussi les disciplines dites non linguistiques. Donc, fabriquant un trombinoscope, on peut décliner vers les sciences naturelles. Regardez, ça c'est ce que les professeurs qui participent de ce projet sont en train de proposer. Donc, on va partir vers les parties du corps et ce qui le compose, les organes et les sens. Et là aussi, on a l'interdisciplinaire. Regardez, l'interdisciplinaire, mais aussi le plurilinguisme. Le portugais est présent là, parce qu'on va travailler avec le maître, l'instituteur, le professeur chargé de la classe pour pouvoir faire cette transition interdisciplinaire. On a une deuxième tâche pour créer un album de mes loisirs. Donc là, on voit bien c'est quoi j'aime, j'aime pas. Voilà, c'est le début de l'apprentissage. Et on va le décliner aussi vers l'interdisciplinaire en art plastique. La proposition pour la suite est par rapport à faire un mini reportage de la famille. On va
vers la discipline interdisciplinaire, aller vers l'histoire, la géographie et aborder des aspects qui sont aussi importants dans l'apprentissage pour les enfants. Et c'est là où la langue n'est pas la langue étrangère. À l'école n'est plus le français, ce prof des langues qui est à part, qui ne fait pas partie de l'école, de la communauté. Il est intégré dans le projet scolaire. Voilà. Et là, on a fabriqué le manège de nos activités quotidiennes. Où là, on a mis en place les mathématiques. Comme quoi, c'est possible. Même si on est linguiste, on peut faire des maths. Voilà notre exemple de parcours d'apprentissage, où là, par contre, c'est beaucoup plus complexe. Il y a des objectifs spécifiques. C'est le programme FRAMOB sur lequel on travaille avec des partenaires des départements français de différentes universités au niveau national, et où justement le parcours est conduit du niveau 0 au niveau B2. Comme quoi c'est possible. Mais là, le plus important, c'est qu'on met en place une unité, donc un temps important pour l'auto-évaluation et la construction du projet individuel, parce que le projet, là, il est question d'un programme, d'un référentiel, d'un parcours en français sur objectifs spécifiques pour la préparation à la mobilité étudiante des étudiants brésiliens vers des universités francophones. Donc, on a adapté, si vous voyez, les différentes thématiques aux intérêts et aux motivations et aux besoins des étudiants qui cherchent, qui envisagent ou qui s'intéressent à la mobilité. Voilà. En B2, si, on a dit argumenter la compétence, si l'étudiant il est capable de défendre son projet de mobilité, de le soutenir devant l'interlocuteur des Campus France ou de l'université qui va l'accueillir en Belgique, en France ou en Suisse, eh ben, s'il est capable d'argumenter, de dire pourquoi il va partir, qu'est-ce qu'il va faire là-bas et pourquoi et comment, ben, il a un B2, il argumente. On est bien d'accord. Voilà. Donc, un parcours à travers des niveaux des compétences, une progression à travers ces niveaux où je suis utilisateur élémentaire, après je deviens indépendant et après je suis expérimenté. J'entre, je découvre, je survis, je suis sur un niveau seuil, je suis indépendant, autonome et je maîtrise la langue. Et là, on revient à quoi l'apprenant, à quoi il est compétent, de quoi il est capable exactement. Voilà. Maintenant, on va donner la parole au public ou si Marine, elle veut, ou les animateurs au Brésil qui sont derrière tout ça, veulent faire part des questions qui ont été posées pour que je puisse répondre ou même si vous voulez intervenir, poser des questions, allez, je suis à votre écoute. Alors, je vous ai normalement permis de débloquer vos micros si vous avez des questions, parce qu'à l'écrit, il n'y a pas eu de questions sur le contenu de ce que tu étais en train de raconter, parce que je suis sûre que tout le monde t'écoutait très religieusement. Et normalement, vous pouvez tout à fait débloquer vos micros. Ou alors, non, c'est pas possible? C'est possible? D'accord. Donc, si quelqu'un a une question, débloquez votre micro et commencez à prendre la parole. On va voir si… Il y a Patricia qui a une question. Patricia, oui, je vois qu'il lève le doigt. Patricia, allez-y. Oui, alors ma question, c'était justement par rapport au projet dans l'école primaire, dans l'école publique, je pense. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est donc ce projet interdisciplinaire entre français et le cursus de l'école. Traditionnellement, on ne traduisait pas, on nous disait qu'on ne devait pas traduire, on devait expliquer pour que les apprenants puissent appréhender la parole dans l'idiome second.
Et maintenant, on a changé de méthode et dans le défi, justement, il est permis de faire ce va-et-vient entre sa langue maternelle et la langue seconde. Et justement, je voudrais savoir, par exemple, dans l'unité didactique 1, les sciences, identifier les parties du corps, comment se fait ce va? Bon, je vais essayer de répondre, Patricia. L'image s'est congelée, mais je vais essayer de répondre. Donc, disons, l'idée là, c'est de travailler avec l'enseignant. Donc, à l'école primaire, il y a un enseignant principal et le professeur de français qui intervient en parallèle. Donc, on peut justement, ces contenus en sciences sont développés dans le cours général et en portugais. Donc, et qu'est-ce qu'il va faire le professeur de français? Il va concevoir justement cette tâche qui va être partagée avec le professeur des sciences. Le professeur des sciences, il va développer en même temps, c'est une négociation, ses composants pour que le professeur de français, il puisse les mettre, les introduire aussi dans la classe de français. Et on va travailler en parallèle. Ils vont travailler en même temps. Oui, effectivement, on nous avait toujours dit, ah non, surtout pas la langue maternelle. Et là, oui, la médiation qui est très controversée permet justement cette transition, ce va-et-vient qui est possible. Même dans l'occurrence, et on ne va pas se dire concrètement dans la réalité de la classe que parfois, par exemple, il y a des problèmes d'horaire, des problèmes de matériel, il manque des crayons, il manque, je ne sais pas, il manque des crayons, il manque des fournitures, et que les élèves, ils vont dire « Oh, je n'ai plus de crayons », aussi naturellement. Ils vont, ça de la discussion, elle va se faire en portugais. Donc, justement, c'est pour ça qu'on dit la médiation, c'est-à-dire le passage d'une langue à l'autre, le va-et-vient, sans que ce soit une traduction. Mais justement, dans la réalité, et surtout dans la réalité de vos classes, puisque nous ne sommes pas en immersion au Brésil, le va-et-vient est permanent. Et c'était, à mon avis, c'était plutôt un petit mensonge, si on peut dire, s'il n'était pas très grand, de dire qu'on vivait en français, complètement en français, dans la classe de français. Ou c'est peut-être cela qui faisait que le français, finalement, était isolé, la langue étrangère était isolée du reste du contexte scolaire de la communauté parce qu'elle ne participait pas. Et il y a eu beaucoup de projets, justement, intéressants. Et moi, je me souviens, je ne sais pas si vous avez tous eu l'occasion de participer au festival Zigno, qui est le festival de littérature des jeunesses, où il y a des auteurs français qui viennent participer dans les classes. Mais pour préparer la venue de l'intervention de l'auteur, il y a même toute l'école qui participe en portugais et en français. Mais après, pourquoi? L'objectif, c'est que ça soit en français. C'est ça la finalité. La finalité va être faite en français, mais le va-et-vient, il est là. Et le plus important de ceci, c'est justement de savoir que cette langue étrangère participe aussi de cela. Parce que les parties du corps, elles existent en français, en portugais, en chinois, dans toutes les langues. C'est notre corps. Et notre corps existe dans toutes les langues. Bon, j'espère avoir répondu, Patricia. Une autre question? J'ai eu comme l'impression que Patricia a disparu, malheureusement, au moment de ta réponse, mais heureusement, il y a le replay et heureusement, on partagera aussi la foire aux questions dans un document écrit. Est-ce que quelqu'un avait une remarque ou un commentaire ou une autre question pour Adriana? Ah, Patricia revient justement. Moi, j'aurais une petite question. Ouais. Oui. Oui, bonjour à tous, c'est moi Guillaume de l'Alliance de Brasilia. Et Adriana, j'ai écouté attentivement tout ce que tu nous as expliqué, exposé. Bon, nous, en Alliance, tout comme dans les écoles de FLE en général, on travaille beaucoup à partir des projets, la mise en place du projet en salle de classe pour concrétiser les apprentissages d'une séquence pédagogique. Est-ce que tu as des pistes par rapport à la formation des profs pour savoir comment ils peuvent précisément engager leurs élèves dans ces projets? Parce qu'en fait, nous, le plus gros problème qu'on a, c'est apporter les clés aux profs pour savoir comment ils peuvent engager leurs élèves dans l'élaboration de projets pareils. Enfin,
en fait, les former, tu vois, mais pas d'une manière didactique, mais plutôt pratique pour pouvoir animer et gérer, en fait, la mise en place et la conduite de ces projets. Et je ne sais pas si par rapport à ça, il existe des choses que vous avez mis en place avec les profs. Bon, et alors, alors, je vais faire juste un parallèle rapide entre ce qu'on pratiquait quand on était dans l'approche communicative avant d'arriver à l'actionner. Dans l'approche communicative, on disait, pour commander le menu dans un restaurant, alors on va faire un jeu de rôle pour commander le menu, parce que moi, professeur, je vise l'utilisation des partitifs. Les partitifs. Voilà. Et le jeu de rôle se faisait, voilà, mal que bien, il faisait. La différence avec la démarche actionnelle et les tâches, c'est que l'engagement, c'est-à-dire le contrat didactique qui s'établit au départ, c'est interrogatoire et qu'on funeste et répondre comme ça au maréchal. Et si on va monter vraiment un interrogatoire dans la classe, oui, on le présente autrement. Alors, encore beaucoup plus illustré. Si nous proposons à nos élèves de préparer un gâteau au chocolat, oui, il faut qu'à la fin, on le mange. Mais pour préparer ce gâteau au chocolat, il va falloir apprendre à utiliser les partitifs, les quantificateurs. Il va falloir connaître le vocabulaire de la cuisine, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on engage au départ, au moment de la découverte, on va sensibiliser à la thématique à travers différents documents. Là, on a utilisé un document vidéo pour entrer dans le jeu. On peut utiliser d'autres choses, mais surtout, au moment des démarrages, il faut présenter la tâche. Nous allons faire ça. Nous allons faire un trombinoscope. Nous allons faire le manège de nos activités quotidiennes. Mais pour pouvoir le faire, il va falloir apprendre à utiliser tout cela. Et donc là, c'est le moyen de s'engager et de présenter les modalités de travail. Alors, comment on va le faire? Et si c'est le manège, on va le faire en carton, on va le faire en vidéo, on va le faire comme ci, comme ça. Mais la négociation est là peut-être, et j'imagine, et je le pense même, que le plurilinguisme, cette médiation va entrer en jeu. Parce que c'est l'engagement du premier contrat. C'est l'engagement. C'est pour ça que le but, c'est de présenter des tâches qui doivent être motivantes, surtout motivantes. Parfois, les tâches qui sont présentées dans les manuels, elles sont bien sûr standards pour la planète entière. Peut-être elles ne sont pas adaptées à mon groupe classe, mais je peux moi, professeur, l'adapter de manière à qu'elle puisse être contextualisée. Et pour engager les élèves, il faut la présenter dès le départ, la tâche. Il faut la présenter et montrer où on va arriver, où on va et tout ce qui va être nécessaire pour pouvoir la faire. Si nous allons, et là, pour un prochain webinaire, par exemple, vous allez voir, vous allez travailler sur l'éducation au cinéma, on dit en général, voilà, si nous allons regarder tel film et nous allons être dans une salle de cinéma avec du pop-corn et en profiter, il va falloir préparer le film parce que sinon on ne va rien comprendre. Je ne sais pas, Guillaume, si j'ai répondu à ta question. Merci, Adriana. Oui, si tu m'as apporté quelques infos, je te remercie. Merci beaucoup, Guillaume. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Moi, j'en ai relevé une qui n'était pas spécifiquement sur ce qu'a dit Adriana, mais qui a un lien de toute façon. Alors, c'est Angela. Connaissez-vous des exemples de projets comme celui dans des centres de langue, public, jeune adulte? Est-ce qu'Angela peut prendre la parole pour spécifier un petit peu de quel projet elle veut parler? Angela? Oui. Oui. Bonjour. Oui. Bonjour. En fait, je posais ma question quand Patricia a intervenu en parlant justement du projet auprès des enfants. Je travaille dans un centre de langue et je pense qu'on a, je ne sais pas si c'est un problème de manque d'infrastructure ou s'il y a d'autres raisons, mais
je pense que c'est un peu plus complexe. Et en plus, on n'a pas la question de l'interdisciplinaire, sauf par rapport aux autres langues étrangères. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé justement à la question de l'interculturel, tout ça. Si vous connaissez des projets, mais liés, qui se développent dans des centres de langue, des nucléolingues. Avec les DNL, c'est ça que vous voulez dire? Avec des disciplines non linguistiques, avec d'autres disciplines que des disciplines linguistiques? Non, de langues étrangères même. Des liens entre les langues étrangères, c'est ça? Oui, oui. Bah, c'est possible aussi, c'est possible. Il y a alors là, ça me fait penser à oui, parce qu'une tâche fait un petit projet, hein, attention. Parce que si on parle des projets, c'est énorme. Ça me fait penser aux biographies linguistiques, Angela. Et les biographies linguistiques, en plus, c'est marrant parce que ça peut mener à n'importe quel âge et à n'importe quel âge, et ça fait interagir justement les langues étrangères, et ça permet aux apprenants de prendre compte des langues étrangères qu'ils maîtrisent. Attention, maîtriser, ça peut être à différents degrés. Mais les biographies linguistiques, c'est justement se faire une biographie sur le contact que j'ai eu ou que j'ai avec d'autres langues. Donc, si j'ai voyagé, je ne sais pas, un jour en Argentine, et donc quel contact, qu'est-ce que je sais dire, qu'est-ce que j'ai pu dire, dans quelle situation j'étais. Si, donc là, c'était avec l'espagnol. Si je regarde des séries sur Netflix, et donc là, voilà, quel contact avec j'ai l'anglais, bon, etc. Et ça permet justement, c'est une tâche qui permet justement même à l'apprenant de prendre conscience du contact qu'il a en permanence avec les autres langues et avec les autres cultures. Et donc là, on peut relever aussi des aspects qui sont différents culturellement et entre les unes et les autres, et des ressemblances entre le che argentin et le che portugais du Brésil. Et justement là, ça donnerait lieu à mettre en place des discussions. Alors après, que je sache que dans les centres des langues ou autres, et moi, il y a une chose qui m'inquiète souvent au Brésil, c'est qu'on travaille souvent sur des contenus et non pas sur un parcours. C'est-à-dire que, par exemple, pourquoi on travaille à l'école primaire sur ce projet? Parce que à l'école primaire, l'enseignement, pour l'instant, il est pris en compte comme une sensibilisation à une langue étrangère. Donc, on va faire, les enfants, ils vont faire toute l'école primaire en étant sensibilisés. Donc, ils vont chanter tous les chiffres, ils vont chanter l'alphabet, ils vont dire les parties du corps, mais à quoi ça sert? Et c'est ça, c'est là, à quoi bon? À quoi ça sert de compter? C'est je compte parce que je me présente à qui et pourquoi. Je sais pas, si je connais les lettres de l'alphabet, c'est parce que je vais épeler mon prénom. Il y a une utilité, cette utilité, elle n'est pas mise en place. Et c'est là où on est justement dans l'actionnel, c'est à quoi ça va me servir, à quoi ça me sert dans la vie réelle. Et c'est une question qui nous fait réfléchir. Okay, merci. Merci. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Je ne suis pas sûre, je ne pense pas en avoir vu dans le chat. Si quelqu'un veut prendre la parole et débloquer son micro, il n'y a pas de problème. Sinon, on va commencer à terminer le webinaire du jour. Bon, je ne sais pas si vous avez regardé la partie chat. Il y a quelques commentaires intéressants de personnes qui travaillent avec le plurilinguisme notamment. Toutes ces informations, elles seront retransmises sur IFRA au Brésil. Donc, si vous n'avez pas eu le temps d'accompagner, ce n'est pas très grave. Est-ce qu'il y a une question? Ou est-ce que je clôt? Il y a une question. Moi. Patricia est revenue. Tu n'aurais pas de problème pour la réponse. Alors, Adriana, vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Vous avez dit, ah oui, attention, il ne faut pas confondre tâche et projet. Le projet, c'est beaucoup plus ample, plus vaste. Donc, pourrait-il y avoir plusieurs tâches à l'intérieur d'un projet? Mais bien sûr. Bien sûr. On peut découper le projet. Alors, si on revient… oula, attendez, je vais essayer de revenir sur… attendez, voilà celui-là. Regardez. Le projet FraMob, c'est un grand projet. Hein?
Eh bien oui, le projet, c'est la mobilité. Je me prépare, je construis mon projet de mobilité. Ça, c'est un grand projet. Il est découpé déjà en modules et il est découpé en tâches en plus, en modules thématiques progressifs. On progresse en plus à travers les niveaux et à travers les centres d'intérêt. Et on répond à un grand projet qui est découpé en tâches. Voilà. Est-ce que j'ai répondu, Patricia? Oui, oui, parce que j'étais en train d'essayer de faire le lien aussi avec la fameuse question qu'on a tous, qu'on se pose tous, c'est la question des évaluations sans être une évaluation sommative, mais que ce soit formatif et que l'étudiant voit où ça le mène et à quoi il aboutit. Et c'est pour ça, je sais que c'est un gros travail en amont et à l'avance, oui, avant que les cours commencent, mais ça serait intéressant, quoi. Alors, il y a justement si on est dans la prévision des rendez-vous de la coopération éducative, il serait question que je puisse animer un module sur l'évaluation pour accompagner justement cette démarche. Et là, par rapport à, j'ai rejoint la question de Guillaume, et justement, c'est là où la formation, même au-delà de la formative, la formatrice, qui est encore plus complexe, elle doit être mise en place. C'est-à-dire, le fait d'engager dans une tâche le groupe de la classe, on les engage aussi à, et nous, professeurs, on change de place, on engage aussi à, on va faire, on va réaliser cette tâche, on va apprendre, on va devoir apprendre et on va devoir utiliser tout ceci, mais petit à petit, l'élaboration, la progression, le fait de développer toute l'unité va permettre, à l'enseignant de s'évaluer lui-même dans la réalisation de la tâche. L'élève, l'apprenant, il s'auto-évalue tout en faisant la tâche. Est-ce que j'arrive, est-ce que j'arrive pas? Si je reviens au gâteau au chocolat, s'il a oublié la levure, il va être dur, il va se casser une dent. Donc là, il faut évaluer qu'est-ce qui m'a manqué. Il va être capable de s'auto-évaluer. Et même à la fin, est-ce que j'ai réussi, si je viens, je ne sais pas, est-ce que j'ai réussi à, là je viens par exemple à la toute première tâche, est-ce que j'ai réussi à faire un CV résumé avec un binôme francophone? Est-ce que j'ai réussi à faire une lettre de motivation? Et j'évalue, ma lettre est bonne, pas bonne, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne manque pas? Et pour la suivante, donc qu'est-ce qui manquerait pour la tâche suivante? Qu'est-ce qui n'est pas encore acquis ou a été déjà acquis? Ou qu'est-ce que je vais devoir développer? Et c'est là où on est dans la formatrice, l'évaluation formatrice. L'enseignant s'évalue lui-même, l'apprenant s'auto-évalue aussi, on s'inter-évalue, arriver à accepter cela, que les apprenants nous disent, écoute, là, le chocolat qu'on a acheté, il n'est pas bon, on devrait acheter un autre. Là, l'accepter, c'est compliqué. Et c'est très important de laisser le temps à l'évaluation. C'est pour ça que dans ce projet Framob, on laisse le temps à la fin. On dédie même une unité entière, le temps d'une unité entière à l'auto-évaluation et à la réflexion sur son projet individuel. Voilà. Mais là, ça va être objet d'un autre webinaire si on a l'occasion. D'accord, merci beaucoup. Merci. Nous avons une question écrite de la part de... Bah, là, ce n'est pas un prénom, c'est Pratica Saberis, mais je ne sais pas comment s'appelle cette personne. Maria Lima. Ah oui, elle a dit, elle s'appelle Maria Lima. Ouais. Alors, la question est la suivante. Une rubrique DNL, c'est de l'interdisciplinarité? Voilà, ça c'est la question. Elle est assez directe et courte. Adriana? Alors, DNL, voilà, c'est quand là on est en train de parler d'une autre modalité d'enseignement-apprentissage du français langue étrangère, qui est ce qu'on appelle l'enseignement bilingue. On dit, quand on parle d'enseignement bilingue, on dit, et alors on fait une différence, on dit apprendre en français et apprendre du français. Apprendre du français, bon, on est dans l'enseignement normal, enseignement-apprentissage normal du français, habituel, celui qu'on connaît. Mais apprendre en français, ça va être apprendre aussi et donc faire cette transposition dans d'autres disciplines, dans d'autres matières. Là, on a donné l'exemple à l'école primaire,
Mais à l'école secondaire et dans des projets qui sont en train de se mettre en place au Brésil, il y a justement le professeur d'une autre discipline, sciences naturelles, histoire, géographie et biologie. Il est compétent, donc en français dans l'occurrence, et il va travailler avec le professeur de français dans une progression. Quand on dit DNL, c'est discipline langue linguistique, donc on appelle les matières, les autres disciplines de la classe. Les autres disciplines de classe, quoi, qui accompagnent le système scolaire. C'est ça la DNL. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu. Je suppose que oui. Peut-être que par chat, Maria peut nous dire. Voilà, elle dit oui, merci. Merci, Adriana. Bien, est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Oui, moi. Oui, moi. Stéphane. C'est Stéphane, d'accord. C'est par rapport à ce qui vient d'être dit justement. Je pense que tout ce qui vient d'être dit là, ça accentue la demande d'un webinaire sur l'évaluation. Parce que du coup, avec ces systèmes de projet, comme ça intègre énormément de choses différentes, si on se place du point de vue du prof de langue, les étudiants, ils ont très bien pu apprendre beaucoup, mais ne pas réussir le projet final parce qu'il aura échoué pour d'autres causes que la langue seule. Effectivement, là, la question d'évaluation est très importante. On peut surtout pas rester dans l'évaluation sommative, là. Surtout pas. Parce que justement, il y a, et la tâche ou la réalisation finale, l'évaluation, ce n'est pas non plus que la réussite. Et c'est justement, c'est comment mener les apprenants, les élèves, à pouvoir prendre conscience des est-ce que je maîtrise déjà le passé composé ou non? Mais de comprendre aussi qu'on ne le maîtrise pas d'un coup. Et une chose de laquelle on ne va pas parler, et que ça, ces questions d'évaluation, c'est ce qu'on appelle les compétences partielles. Compétences partielles, c'est-à-dire, il y a, alors là, je reviens, par exemple, se présenter, ce qui est, disons, on dit se présenter, début du niveau A1, début de l'apprentissage. Ben non. Quand on se présente à un entretien, eh ben, là, on est à un autre niveau. On a progressé dans le parcours. La compétence partielle, elle s'est développée. Elle a toujours été partielle. La question des compétences partielles devient aussi cette question de parler d'apprenant. Apprenant parce qu'on apprend tout au long de la vie. Et donc, toutes ces questions d'évaluation sont très importantes, je suis d'accord, et qu'il faut accompagner, si on parle justement d'approche actionnelle, on parle de progression par les tâches, des parcours à travers des tâches, il faut parler d'évaluation autrement. Et on va le mettre en place. Oui, on vous a entendu. Je pense qu'on va essayer de mettre ça en place. Merci beaucoup, Stéphane. Il y a peut-être une dernière question. Adriana, auriez-vous des suggestions de littérature à propos de ce thème, la construction d'un parcours d'apprentissage? Oui, je suis sûre que oui. Une petite bibliographie. Alors, petite bibliographie, oui, j'ai une petite bibliographie. Je pensais qu'il y avait de la littérature parce que j'allais donner un exemple. Après, moi, quand je vois ça, moi, je pense à une bibliographie. Je me suis peut-être… oui, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une bibliographie, oui, oui. Ouais. Donc, on pourrait peut-être la… C'est ça, non? Donc, on pourrait la partager aussi, non, Marine? D'ailleurs, je crois, oui. Si je ne suis pas perdue, oui. Dans le groupe enseigné à l'école primaire des IFPRO Brésil, ou parcours d'apprentissage. Alors, en fait, pendant l'université d'été à Brasilia, il y a eu un module que j'ai animé, mais sauf que voilà, on a comprimé, sur la même thématique de la construction d'un parcours d'enseignement-apprentissage. Et il y a un groupe, et dans IFPRO Brésil, on a publié toutes les ressources. D'ailleurs, c'est PowerPoint, mais beaucoup plus élargi. Plein de ressources, même les maquettes pour suggérer pour la conception des référentiels, et aussi une bibliographie que je peux récupérer aussi là, mais elle est déjà en ligne à votre disposition dans ce groupe de travail parcours et d'enseignement-apprentissage qui est sur IFPRO Brésil. Oui, on mettra le lien de toute façon en dessous du webinaire enregistré sur IFPRO Brésil pour que les gens puissent trouver assez facilement le groupe.
Je pense que là, les gens commencent à nous remercier, donc les gens commencent à partir, je suppose. Merci à vous déjà de votre participation. Est-ce que vraiment pour terminer, puisqu'on on a un petit peu dépassé l'heure, il y a une dernière question? Ce serait dommage de ne pas vous entendre. Non, j'entends pas de voix, je ne vois personne lever le doigt. Donc cette fois-ci, je crois qu'on arrive à la fin du webinaire d'Adriana. Tout d'abord, merci à tous pour votre participation, pour votre écoute. Les rendez-vous, c'est pas fini. Il y en aura encore la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera pas à la même heure, ce sera le matin, puisque nous aurons un intervenant de France. Donc, pour éviter de le faire intervenir tard en France, on a un petit peu décalé l'horaire. Ce sera à 11h. Ce sera Alexandre Hall. Certains d'entre vous le connaissent. C'est un intervenant de la CCI, Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, spécialiste du français des affaires, français sur objectifs spécifiques. Il va nous parler du thème suivant, le français professionnel, un exemple pour tout comprendre. C'est donc à 11h, la semaine prochaine, c'est le 29 avril, si je ne me trompe pas exactement. Donc on vous attend la semaine prochaine. Le lien sera publié très bientôt sur IFProf. Donc restez attentifs et à bientôt, mercredi 11h exactement. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci, Merci. Adriana. Au revoir. Au Merci revoir. à vous tous. Merci pour votre patience. Merci, Allez. Adriana. Merci à vous du Maroc. Merci. Ah, Merci. C'est génial. on a réussi on a bien réussi à se On a même connecter. des Marocains. Oui, un Marocain qui vous suit. Donc, je vous remercie et j'aimerais bien assister à la prochaine fois. Eh bien, vous êtes le bienvenu. IFProf. C'est merveilleux. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. Les étudiants, ils ont très bien pu apprendre beaucoup, mais ne pas réussir le projet final parce qu'il aura échoué pour d'autres causes que la langue seule. Effectivement, là, la question d'évaluation est très importante. On peut surtout pas rester dans l'évaluation sommative, là. Surtout pas. Parce que justement, il y a, et la tâche ou la réalisation finale, l'évaluation, ce n'est pas non plus que la réussite. Et c'est justement, c'est comment mener les apprenants, les élèves, à pouvoir prendre conscience des est-ce que je maîtrise déjà le passé composé ou non? Mais de comprendre aussi qu'on ne le maîtrise pas d'un coup. Et une chose de laquelle on ne va pas parler, et que ça, c'est question d'évaluation, c'est ce qu'on appelle les compétences partielles. Compétences partielles, c'est-à-dire, il y a, alors là, je reviens, par exemple, se présenter, ce qui est, disons, on dit se présenter, début du niveau A1, début de l'apprentissage. Ben non. Quand on se présente à un entretien, eh ben, là, on est à un autre niveau. On a progressé dans le parcours. La compétence partielle, elle s'est développée. Elle a toujours été partielle. La question des compétences partielles devient aussi cette question de parler d'apprenant. Apprenant parce qu'on apprend tout au long de la vie. Et donc, toutes ces questions d'évaluation sont très importantes, je suis d'accord, et qu'il faut accompagner, si on parle justement d'approche actionnelle, on parle de progression par les tâches, des parcours à travers des tâches, il faut parler d'évaluation autrement. Et on va le mettre en place. Oui, on vous a entendu. Je pense qu'on va essayer de mettre ça en place. Merci beaucoup, Stéphane. Il y a peut-être une dernière question. Adriana, auriez-vous des suggestions de littérature à propos de ce thème, la construction d'un parcours d'apprentissage? Oui, je suis sûre que oui. Une petite bibliographie. Alors, petite bibliographie, oui, j'ai une petite bibliographie. Je pensais qu'il y avait de la littérature parce que j'allais donner un exemple. Après, moi, quand je vois ça, moi, je pense à une bibliographie. Je me suis peut-être… oui, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une bibliographie, oui. Ouais. Donc, on pourrait peut-être la… C'est ça, non? Donc, on pourrait la partager aussi, non, Marine? D'ailleurs, je crois, si je ne suis pas perdue, oui, dans le groupe enseigné à l'école primaire des IFPro Brésil, ou parcours d'apprentissage. Alors, en fait, pendant l'université d'été à Brasilia,
Et il y a eu un module que j'ai animé, mais sauf que voilà, on a comprimé, sur la même thématique de la construction d'un parcours d'enseignement-apprentissage. Et il y a un groupe, et dans IFPRO Brésil, on a publié toutes les ressources. D'ailleurs, c'est PowerPoint, mais beaucoup plus élargi. Plein de ressources, même les maquettes pour suggérer pour la conception des référentiels, et aussi une bibliographie que je peux récupérer aussi là, mais elle est déjà en ligne à votre disposition dans ce groupe de travail parcours et d'enseignement-apprentissage qui est sur IFPRO Brésil. Oui, on mettra le lien de toute façon en dessous du webinaire enregistré sur IFPRO Brésil pour que les gens puissent trouver assez facilement le groupe. Je pense que là, les gens commencent à nous remercier, donc les gens commencent à partir, je suppose. Merci à vous déjà de votre participation. Est-ce que vraiment pour terminer, puisqu'on a un petit peu dépassé l'heure, il y a une dernière question? Ce serait dommage de ne pas vous entendre. Non. J'entends pas de voix, je ne vois personne lever le doigt. Donc cette fois-ci, je crois qu'on arrive à la fin du webinaire d'Adriana. Tout d'abord, merci à tous pour votre participation, pour votre écoute. Les rendez-vous, c'est pas fini. Il y en aura encore la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera pas à la même heure, ce sera le matin, puisque nous aurons un intervenant de France. Donc pour éviter de le faire intervenir tard en France, on a un petit peu décalé l'horaire. Ce sera à 11 h. Ce sera Alexandre Hall. Certains d'entre vous le connaissent. C'est un intervenant de la CCI, Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, spécialiste du français des affaires, français sur objectifs spécifiques. Il va nous parler du thème suivant, le français professionnel, un exemple pour tout comprendre. C'est donc à 11 h. La semaine prochaine, c'est le 29 avril, si je ne me trompe pas exactement. Donc, on vous attend la semaine prochaine. Le lien sera publié très bientôt sur IFPROF. Donc, restez attentifs et à bientôt. Mercredi 11 h exactement. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci, Merci. Adriana. Au revoir. Merci à vous tous. Merci pour votre patience. Merci, Adriana. Merci à vous du Maroc. Merci. Ah, merci. C'est génial. On a réussi à on a bien réussi à se On a même connecter. des Marocains. Oui, un Marocain qui vous suit. Donc, je vous remercie et j'aimerais bien assister à la prochaine fois. Eh bien, vous êtes le bienvenu. Prof. C'est merveilleux. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À la prochaine.